Maintenant, je vais essayer de vous faire le rapprochement entre Vézal et Philippe Mouret, parce que c'est pour moi les deux aspects très importants de la chirurgie. Le premier permet de passer de la chirurgie, de l'anatomie à la chirurgie à ventre ouvert, et le deuxième, donc la progression de la chirurgie, et le deuxième, de l'anatomie à la chirurgie à ventre fermé. Alors, Patrick, est-ce que tu veux qu'on pose les questions sur après, Vézal après? après, parce qu'on va en reparler là. D'accord, Après, on d'accord, fera toutes les questions d'accord. à la fin. Alors, je vais aller très très vite sur la première partie parce que Jacqueline, Madame Bronsou vous a tout dit, hein. Donc, par contre, déjà d'emblée, on va poser le sujet. Vous avez Vézal et Mouret, vous savez maintenant avec les dates de naissance, 14 et puis Philippe. Ce sont tous les deux des anatomistes, des cliniciens, des chercheurs, des humanistes, primum non nocere. Ils vont toujours voulu partager, Vézal avec ses séances de dissection publique, Philippe avec la vidéo, expérimenter, préciser, corriger, mais ils ont tous fini par des procès. Vézal, on l'a plus ou moins expédié en Égypte et il est mort à Zal. Voilà, donc on va passer sur toutes ces images que vous connaissez bien. Simplement, je voulais dire qu'à 10 ans, quand tout le monde joue au ballon, lui, il disséquait déjà les cadavres derrière sa maison à Bruxelles, et puis après, quand il était étudiant à Paris. À l'époque, comme on dit, Ecclesia aborret ex guides, c'est-à-dire littéralement l'Église a horreur du sang, ce qui est faux. L'Église n'a jamais interdit les dissections. L'Église a interdit que le sang coule, mais chez le cadavre, il ne coule pas. D'accord? Donc on ne voulait pas faire couler le sang qui était un produit de Dieu et qu'il ne fallait pas perdre. Mais quand les gens étaient morts, on avait le droit de disséquer. Après, c'était des questions plus ou moins politiques. Alors, son consacre, elle vous l'a dit, Jacqueline, c'est le magistère, l'ostenseur au démonstrateur et le prosecteur. Prosecteur, ça veut dire pro, c'est carré, sectionné avant. Le magistère, Jacqueline vous a dit sa phrase. L'ostensateur, ils étaient parfaitement inefficaces. Et le prosecteur, il n'y connaissait rien, même pas un boucher. Euh, Faisal a eu sa popularité à Paris. Jacqueline, vous êtes d'accord? Quand il a fait une dissection, une première dissection, le prosecteur était malade. Les étudiants, ses copains qui connaissaient déjà, l'ont appelé, l'ont même plébiscité. Il est venu, il a fait la dissection sous les yeux de Silvius. Silvius, vous savez, Silvius c'était Dubois, Jacobus Silvius. Mais pourquoi on dit Silvius? Parce qu'à l'époque, quand voulait être des grands savants et tout ça, on prenait un nom latin. Jacob Dubois, Dubois, Silvius, Silvius, la forêt, Sylvestre. Et là, après ses livres, on vous a dit, donc il a traduit Razès. Il savait, à 23 ans, à Padoue, il a passé il a, son argumentation, parce il pouvait parler des sujets à la fois selon Galien, selon Hippocrate et selon Razi, qui connaissait bien le neuvième livre. Quoi, ça avance plus? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, reculez, 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 reculez. Ouais. Hop, je suis désolé. Voilà, on vous a dit qu'il était nommé, il a été fait docteur le 5 décembre et le 6 décembre nommé chirurgien explicateur, d'accord? Il publie et puis après, c'est un anatomiste paradoxal parce que il a décrit le foie pentalobé alors qu'au niveau de Galien, on parlait que des foies quadrilobés, hein. Il a décrit la veine azygos, mais il a négligé la petite circulation qui était déjà connue par deux personnes, par Razès et puis par Sylvestre. Donc, à l'époque, ça correspondrait à la règle des quatre. Pour revenir. Voilà. Donc, vous regardez la règle des quatre, il y avait les fonctions, les humeurs, les saisons, les tempéraments, et tout ça, ils faisaient un mixage de tout ça et ils arrivaient à des théories un peu fumeuses. Euh, Pendant ce temps-là, il continue ses voyages et ils prennent la dissection, donc la main, hein, et puis ils voulaient donner des conseils à tout le monde, ce qui a plus ou moins abouti à la maxime concilio manuque, faire valoir par le conseil et l'exécution, qui est actuellement notre maxime ici à la compagnie.
Les critiques, eh ben, lui, il a été critiqué comme tout le monde. Il a eu des pamphlets, on l'a traité de fou, calomnieux. Ses apports. Alors, on va voir ses apports et ses erreurs et ses critiques. Ses apports, ça a été surtout la grande veine azygos. La grande veine azygos qu'il a décrit, vous la voyez bien dessinée ici, par rapport à un schéma anatomique et une caractéristique enzymatique. Et à cause de ça, il a dit qu'il fallait toujours faire les saignées à droite, parce que la veine azygos arrive par la droite, ça crosse. Ses apports. Alors, oh, il n'y en a pas beaucoup, vous l'avez vu avant, mais dès que j'approche, ça se. Voilà. Ses apports, c'est le trou de Vézalpe. On s'en rappelle peut-être plus pour la bonne raison il est souvent absent. Mais par ce trou de Vézal, il passe les petites veines. C'est pour ça que nous, parents, grands-parents et tout ça, il faut dire aux jeunes adolescents de ne pas s'appuyer les veines du nez parce que vous allez tout de suite dans le sinus caverneux. Moi en tant que chirurgien pédiatre, j'ai perdu une petite fille de 13 ans avec ça. D'accord. Elle est morte en 2 jours. Donc les petites veines accessoires remontent par le trou de Vézal, hein, et puis ils vont directement au sinus caverneux. Il a le canal d'Arantius. Arantius était un de ses élèves. C'est élève parce que l'élève a défini la fonction embryologique du canal d'Arantius, mais la description, elle est de Vézal. Hein, c'est le canal embryonnaire du canal omphalo-mésentérique au canal vitellin. La mandibule, il a montré qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il y avait un seul os. Et pourquoi tous les animaux ont 2 os? Ben, moi, je ne le savais pas. Donc, il a fallu que j'aille questionner ça. Et finalement, j'ai trouvé un anatomiste et historien euh, vétérinaire qui m'a expliqué que l'animal, il a besoin de sa tête pour se défendre. D'accord? Il s'en sert beaucoup pour manger, ou pour se défendre, ou pour aller chercher des aliments. Donc, il peut se faire des fractures. Si nous, on se fait une fracture, c'est grave. Lui, il va se faire simplement une petite luxation de sa mâchoire et il va guérir très vite. Petite anecdote. Ses apports, la fonction tendineuse, on a parlé. Hein. Il a décrit les squelettes en coupant les muscles et bien surtout, il a montré le rôle des tendons. Et c'est pour ça qu'on a mis des squelettes en fonction. Voilà, et il a bien dit sa phrase. Je vous l'ai dit que s'il fallait tout décrire, il fallait trop d'images et trop de. Alors, il a décrit aussi le pylore. Alors, moi, chirurgien pédiatre, je suis très attaché à ça, d'autant plus que Fabricius Hildanus non seulement a décrit le speculum mori, il n'a pas vraiment décrit, il a décrit le pavillon du speculum mori, c'est-à-dire pour permettre de faire plus. Il a décrit surtout le diverticule, qui a repris après Meckel, le diverticule, d'accord, comme ça vient du latin di et vertere, dévié de son trajet, hein, et comme un cul-de-sac borgne communiquant avec le conduit digestif naturel. On ne peut pas trouver plus simple définition. Mais surtout, il a décrit Vézal le pylore. Et Fabrice Hildenus, c'est le premier qui a fait qui a guéri les sténoses du pylore. Ses erreurs, il n'a jamais décrit les trompes utérines alors qu'il les a souvent dessinées. Vous les voyez ici, jamais. C'est son élève, Fallope. Fallope, c'était son élève. C'est son élève qui les a décrits. Hein. Au niveau oculaire, les animaux, et notamment les bœufs, ils ont 7 muscles. Pourquoi et les aigles, parce qu'ils doivent regarder en arrière. Nous, on ne peut pas regarder en arrière, donc on n'a pas assez de muscles pour amener l'œil en arrière. Donc, lui, il persistait à dire que, comme dans les animaux que disséquait Galien, il y avait 7 muscles. Voilà son texte. Le pénis, il a toujours refusé l'artère centrale du pénis que David décrit Fallope. Toujours refusé. Hein. Il pensait que c'était simplement un sac de rétention d'humeur. Et le clitoris, il a toujours nié comme un caractère hermaphrodite. Voilà ses dessins. La prostate aussi, il a parfaitement méconnu. Ses doutes, alors, les doutes, c'est surtout au niveau du cœur, son gros doute. Parce que il a décrit sur toutes ces dissections une absence de communication du septum interventriculaire. Galien avait toujours dit que le sentiment, il passait du cœur droit au cœur gauche par des trous qui étaient dans le septum interventriculaire. Et Vézal était embêté parce que chaque fois qu'il faisait des dissections, il ne trouvait pas de trous. Mais il a quand même dit que le septum était constant. Et malgré ça, il n'a jamais décrit la petite circulation, alors qu'il la connaissait. Il la connaissait parce qu'il avait lu Razi, et Razi l'avait déjà décrit, je vous l'ai mis, hein, mais surtout, hein, et puis surtout El Nafis, qu'il avait vu, et surtout Michel Servet. Michel Servet, c'était son copain de dissection à Paris avec Silvius. Hein. Et Michel Servet, qui a été brûlé, qui était un protestant, qui a fui le catholicisme, qui est parti à Genève, et qui a été brûlé à Genève parce qu'il a dit que le septum était imperméable. Donc Michel Servet, c'était son copain. Il avait déjà décrit aussi la petite circulation, et malgré ça, Vézal, il l'a toujours nié. Voilà, si vous voulez une petite histoire rapide, vous pouvez aussi vous amuser avec cette magnifique bande dessinée. Alors, de Vézal à Mouret.
C'est une révolution. Mouret a fait une révolution dans la chirurgie, je vous l'ai dit. Ben non, c'est une évolution. C'est à la fois une révolution, mais une évolution. Philippe n'aimait absolument pas. Alors pourquoi je m'attache surtout à Philippe? Vous avez ici des représentants, vous avez son épouse, Christine, et vous avez mon ami Hervé Marceau. Hervé Marceau était un compagnon des premières avec Philippe. C'est lui qui a amené la première caméra pour filmer. On vous expliquera tout à l'heure. Et moi, j'ai commencé à aider Philippe à en faire des laparoscopies. On ne voyait rien. J'étais hypo. J'étais en troisième année de médecine. J'avais connu Philippe parce que Philippe était un anatomiste brillant. Il était prosecteur. Et c'était mon prosecteur préféré. Et il m'a tout appris dans l'anatomie. Et après, je l'ai suivi. Et puis, j'allais aider. Mais on ne voyait rien. On tenait un bout de fer. On ne voyait rien. On tenait un bout de fer. Et pendant des années, j'ai tenu un bout de fer. Je me suis fait engueuler. Bouge pas, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. C'était mon apprentissage de la cellule. Mais on a commencé quand même en 74. Hein. 74, je ne sais pas si vous voulez. Hein. Vous allez le voir. Si vous ne le savez pas, vous allez le voir. Alors, rapidement pour l'endoscopie, on ne va pas faire l'histoire de l'endoscopie, mais c'est pour vous montrer que toute la réflexion, qu'elle soit avant ou qu'elle soit de Philippe Mouret, c'est toujours une réflexion. Et c'est pas, il ne s'est pas réveillé un jour, un matin, en disant je veux faire de la cellulchirurgie. Non, il y a eu 20 ans de réflexion, 20 ans, plus son passé anatomie. Alors, l'endoscopie, les deux principes, c'est la visibilité et l'accessibilité. Alors, on est passé par tous les stades. L'optique, c'était les lentilles, l'éclairage, le pneumopéritoine qui a augmenté l'image, et puis après, l'image, la photo, la caméra, la vidéo. L'accessibilité, c'était d'abord par les orifices naturels, puis par les trocars, puis par l'insufflation qui a augmenté. Mais c'était toujours un problème d'étanchéité. Alors, le problème, c'était la lumière, et mince, que la lumière fût et la lumière soit, d'accord? Et voilà, je vous ai montré une lettrine. Et dans cette lettrine, si vous voyez bien, on voit un petit bonhomme qui est en train déjà d'essayer de regarder à l'intérieur du zizi. Hein. Et ça, on ne le voit pas dans la première. Jacqueline, je ne sais pas si vous me confirmez, mais il est apparu uniquement dans la deuxième édition. Alors, vous voyez, hein, il a fallu 180 ans hein, pour qu'on passe de Leicester, de Bosini qui a mis le conducteur de lumière, jusqu'à la cellulchirurgie. Alors, on va passer toutes les étapes rapidement. Je vous ai mis, pour moi, les deux plus importantes, Leicester, on est d'accord, mais surtout Nitz qui a fait le premier cystoscope et la première aiguille de Verres pour le pneumopéritoine. Alors, le Leicester, vous le connaissez, c'est un système simple. Hein. On a dit que c'est Antoine Desormeaux, notre Parisien, qui a inventé le cystoscope. Eh ben non. Eh ben, je suis désolé, non, c'est pas lui. Alors, qui a inventé le cystoscope? Il a simplement pompé 30 ans après le spéculum urétrocystique de Ségalas, déjeté par. Et Ségalas, il avait inventé un système très ingénieux en changeant, qui permettait de voir dans tous les trous naturels et notamment l'urétrocystique. Et puis surtout un militaire qui était ORL. Alors la seule faute qu'il a eue, lui, c'est qu'il n'a jamais transformé par un tube rigide entre son système de lumière et pour tout ça parce qu'il avait inventé un otoscope autostatique. C'est lui qui a inventé l'autoscope autostatique que vous voyez ici. Cet otoscope autostatique, comme ça, il avait les deux mains, il pouvait travailler avec. Il n'était pas obligé de tenir l'autoscope et tout ça. Donc c'est pour ça il avait jamais pensé à mettre. Mais vous voyez, quand même, c'était comme 60 ans avant. Hein. Donc après, c'est Lechter, désormais, qui est arrivé avec son endoscope. Voilà Nitz qui a inventé, lui, le cystoscope, toujours. Alors, on parle de laparoscopie. La première, c'est un Russe. C'est un Russe qui l'a fait, hein, avec une lampe ORL, toujours à partir des ORL, un malade en Strasbourg, incision dans le cul-de-sac postérieur, et il a passé le cystoscope de Nitz et il a fait la première cystoscopie. Il a fait la première cystoscopie, et vous voyez, en 1900. Hein. Il a dit qu'il a fait 3 appendices et que ça a été le premier quand on lit la littérature. C'est faux. Hein. Le premier, c'est un Français. Vous savez, les chirurgiens, vous savez. Hein. Et c'est notre ami Claudius Sément hein, qui a trouvé un appendice perforé avec un caillou. Lui, il a dit que c'était un caillou, mais c'était un stercolite dans une hernie inguinale d'un petit. Hein, voilà. Donc c'est lui qui l'a fait. Vous voyez, en 1735, c'est la première appendicectomie française sans le savoir. Ça, je vous ai montré sur la gauche, vous avez le culdoscope de Hoth, vous voyez, où il avait réussi quand même à brocher un peu d'électricité. Kelling, c'est lui qui a fait la première kélioscopie, hein, mais malheureusement, il l'a fait chez un chien. Et vous ne savez pas pourquoi il a fait une kélioscopie? Il n'a pas fait une kélioscopie pour voir ce qu'il y avait dans le ventre ou dans le pelvis. Il s'est dit intelligemment, les chiens, la chienne, elle pisse le sang sans arrêt dans son ventre, on ne sait pas d'où ça vient, donc je vais gonfler le ventre, ça va appuyer dessus et ça va arrêter le sang. Voilà comment on est arrivé à la célioscopie. Hein, c'était son organisme, c'était la tamponnade.
Il appelait ça. Et puis après, bien entendu, bah, c'est Jacobellus. Alors là, c'est pour soigner la tuberculose. On a commencé les pleuroscopies et tout ça pour soigner la tuberculose. Est arrivé après, 30 ans après, en 1938, vous voyez, l'ingénieux système de Varens avec son aiguille qui, voilà, son système. Hein. Mais le pneumorythme vrai, c'est un radiologue qui l'a inventé, 40 ans avant. Hein. Gotz, c'est un radiologue. Et pourquoi il a inventé ça? Il a inventé ça pour faire des images en double contraste. En injectant de l'air, il voyait s'il y avait des métastases sur le foie, il voyait s'il y avait des tumeurs à l'intérieur abdominal et tout ça. C'était l'image en double contraste qu'on a utilisée après, avant qu'on ait le scanner et l'échographie pour les sténoses du pylore. C'est le signe de Dufresne dans les sténoses du pylore. Et puis, en 1933, donc 20 ans après, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, parce il était bien absorbé. La culdoscopie a été inventée par Decker, puis après, c'est toute l'histoire de Palmer, vous la connaissez avec ses aiguilles. Les trocars aussi, eh ben, ils étaient connus depuis longtemps, on n'a rien inventé. C'était les vétérinaires qui l'ont inventé pour les animaux quand ils avaient du gaz, trop de gaz. Et puis après, c'était les thanatothérapeutes pour vider les organes pleins et creux avant de les enterrer. Après, il y a eu toute l'expérience de Sem qui a inventé la première pneumopéritoine. Alors Sem, il a fait les premières célioscopies, vous les voyez, mais ils étaient toujours dans le pelvis, ils n'étaient pas dans le ventre. Hein. Et sans le savoir, il a inventé la triangulation, mais il ne le savait pas parce qu'il a inventé ce qu'il avait appelé l'anneau de tête, c'est-à-dire qu'il fixait son optique sur la tête. Mais le problème, c'est que si vous fixez, vous êtes chirurgien, si vous fixez votre optique sur la tête, dès que vous bougez un peu la tête, eh ben, vous ne voyez plus les instruments. D'accord? Donc ça n'a jamais marché, mais il a fait de la célioscopie sans le savoir. Voilà, ici, j'ai réussi à avoir son premier compte-rendu d'anapathe en 1980. Il a fait la première appendicectomie. Vous voyez les images, d'accord? Et vous les voyez les images dessous, pratiquement 10 ans après. Lui, Sem, toujours, il a fait le pelvis trainer, mais il a lui aussi à faire de la triangulation sans le savoir, mais il avait fixé sur une boîte de traîner son optique qui ne bougeait pas, donc il avait les deux mains, mais il n'avait pas encore décrit la triangulation. Après, bah, c'est tous les stades que vous connaissez. Hein. Voilà. Vous avez l'épisode de Muet avec son kaléidoscope qui n'était pas vraiment une célioscopie. On lui a dit que c'était la première célioscopie, mais c'était à travers une valve et à travers ce qu'il avait appelé le galoscope. Et ça faisait l'équivalent des mini-laps. D'accord? Donc arrive Philippe Mouret qui fait sa première cholécystectomie. Vous l'avez bien décrite dans si vous, je vous recommande le livre, c'est celui de notre ami Gilbert Schlegel qui raconte toute son histoire. Alors, c'était un apprenti et c'était un artisan. Il a fait une courbe d'apprentissage de 20 ans. C'est plus un jeune qui arrive qui veut faire un stage de 6 mois pour faire de la célioscopie. Hein. Là, c'est plus. Lui, il lui a fallu 20 ans. Hein. Il a fait donc une réflexion. C'est ce que j'appelle la réflexion céliochirurgicale de Philippe. D'accord? Donc, son curriculum, voilà, vous le voyez, il a été. Voilà. Euh, Moi, je me rappelle de Philippe. C'était un anatomiste. Chaque fois que j'opérais, il m'a fait faire mes premiers gestes. Il me disait attention, Patrick, tu vas couper? J'ai dit oui, je vais couper, c'est normal, c'est comme ça. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. L'anatomie, c'est l'anatomie du malade, c'est pas celle des livres. Chaque malade est différent. Vous voyez, c'est toute une réflexion clinique très très importante. Il s'installe en libéral parce que, bon, pour des tas de problèmes, et il dit très justement, je rentre en résistance en m'installant en libéral, comme on prend le maquis pour recouvrer ma liberté. Il passe après de la pelviscopie à la célioscopie. Comment il y passe une fois? En 68, il opère une fille pour une appendicectomie blanche, entre guillemets. Hein. Vous savez qu'on disait laparotomie blanche sérinois. Ça ne lui plaisait pas. Il prend un célioscope. Hein. Il passe le célioscope. Il fait un nœud, une bourse autour du célioscope. Il regarde dans le pelvis. Il ne voit rien dans le pelvis. Alors, il était chou blanc, mais il ne se décourage pas. Alors, il a dit une belle phrase. Il serait bon pour la légende que je dise avoir trouvé par ce trait de génie une lésion rare d'évolution mortelle et que la patiente me doive la vie. Hélas, non. La cellio n'a rien montré non plus, mais je suis simplement parti tranquille. Voilà. Après, il est passé de la célioscopie à la celliochirurgie. Bon, l'histoire, vous la lisez partout, on ne va pas la rappeler. Simplement les principes entre la mini-lap, la cellio et la laparo. Très important, je vous ai dit, c'est un artisan. Donc ça, c'est le crochet qu'il a fait. Parce qu'au début, pour le crochet, si vous voulez, on avait des problèmes.
Donc, il a fallu faire un crochet. Il est allé chez Lépine, le fabricant lyonnais, parce qu'à Paris, on ne pouvait pas. Il fallait toujours qu'il soit à côté des gens pour les modifications. À Lyon, il était juste à côté. Donc, il a fait ce crochet. Il a dit, il me faut un crochet parce qu'il avait des difficultés pour l'hybride. Donc, il me faut un crochet. Ce crochet, il est allé voir Lépine. Il a dit, ouais, un crochet comme un truc pour suspendre les vestes et tout ça. Donc, on lui a mis un crochet comme ça. Mais comme il était perpendiculaire, ça cassait tout. C'était pas bien. Donc petit à petit, il a fallu l'émousser et le rendre comme ça. De même que le palpateur qu'il a fait. Et tous les autres instruments, la thermorégulation, le système à crémaillère, c'est lui qui l'a inventé. Hein, c'était parce qu'il était très très orthopédiste. C'est un chirurgien. Moi, j'ai fait avec Philippe quand j'étais jeune. Il était capable de faire un anévrisme de l'aorte, puis après une section de bride, et puis après une hystérectomie, et puis une prothèse de hanche dans le même programme. Hein. D'accord? Donc, il a le système cranté où vous avez les deux doigts, et puis avec l'index et le troisième, vous pouvez ouvrir. C'est lui, pour que ce soit très souple. Il a inventé le télescope latéral pour nous, parce que nous, on se plaisait de jamais rien voir, on voyait rien du tout. Hein. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, est arrivé vite grâce à notre ami Hervé. Voilà, il a fait sa caméra. Vous voyez les premières caméras qu'on a montrées. Donc, il a fallu faire tout un système. Vous voyez ça, c'est la première caméra latérale avec lequel on a mis ce cliché-là sur lequel Hervé a mis sa première caméra. Il vous expliquera tout à l'heure rapidement. Voilà l'évolution du cyclone de Bosy jusqu'aux dernières caméras, et voilà l'évolution des images pour l'appendice et pour les trompes. Ça c'est SEM, hein, et ça c'est nous. Voilà, les deux premières mondiales, ben, c'est mars 87, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait dans la cachette de ça. Le matin, donc, il la voit. Elle s'est relevée, m'a demandé d'un air agressif pourquoi je n'avais pas opéré de sa vésicule, parce qu'il n'y avait pas de traces comme sa maman. C'était en fait la réponse. Donc, il avait vu qu'il avait fait quelque chose. La seconde, c'est 15 jours plus tard, où c'est la première qui a été filmée. Après, il y a eu l'explosion médiatique avec le Graal, c'est le groupe de recherche qui s'est transformé en groupe de recherche pour l'avancement. C'était donc uniquement des gynécos, dont faisait partie Hervé. Et on a présenté les premiers films, on va vous le montrer, c'est celui qui va vous présenter Hervé. Mais on ne parlait pas, on l'avait fait, mais il ne voulait pas qu'on en parle encore, parce que c'était les deux premières. Donc quand il y a eu le congrès, on n'en a pas parlé. Voilà, les amis. Après, ben, c'était l'explosion médiatique à Lyon, à Paris avec Alexandre, et puis après avec Monsieur Dubois, qui était de notre compagnie, vous le connaissez. Et puis après, ça a été les premiers trainings. Donc, je vous ai montré tout à l'heure Seb qui faisait des trainings depuis 83 à peu près. Hein. Il avait des appareils. Nous, vous savez ce que c'était nos premiers trainings? C'était une boîte en carton. Et dans la boîte en carton, on passait les instruments hein, et l'optique, et il fallait coudre des boules de coton, deux boules de coton ensemble. C'était ça. Voilà. Et vous, là, vous avez des très grands que vous voyez. Hein. Vous avez à côté de Philippe Mouret, que vous voyez le plus grand. Vous avez sur la droite, vous avez M. Mouyel, et sur la gauche, vous avez M. Dubois. Donc, ils ont appris avec nous, et puis après, ben, ça s'est transformé, les grands centres, donc à Paris et tout ça. Il a créé en 1990 le mot ambulatoire. Il a créé le mot ambulatoire. C'est ce qu'il a ruiné. Il a créé une société pour opérer les malades, d'accord, avec des financiers qui l'ont lâché progressivement parce que la sécurité sociale ne nous remboursait pas, ne nous payait pas parce que ça n'existait pas dans la nomenclature. Et on a eu des procès, des procès. Moi-même, j'ai eu 9 procès en celluliochirurgie pédiatrique. Je les ai tous perdus. On passait, vous savez, au tribunal SSTA. Vous savez, le tribunal administratif de la sécurité sociale. Nous, on appelait ça le tribunal SS. Hein. Il y avait 3 médecins qui étaient 3 médecins de la sécu. Donc, on perdait obligatoirement. Hein. C'était à l'époque où c'était le One Day des Américains. Les plus âgés d'entre nous ont connu. Mais les Américains, eux, ils faisaient ça pour des dollars. Ils ne faisaient pas ça parce que ça coûtait très cher. Hein. Donc, il voulait améliorer le confort, l'hospitalisation raccourcie, les dépenses diminuées. Il n'a jamais eu l'agrément de la. Pourtant, il a été reconnu à Atlanta, où il y a eu une standing ovation pendant pratiquement une demi-heure. Et puis après, à l'European Association d'Endoscopie. Et puis les grands qui ont repris, que vous voyez, Mouyel, Jacques Périssat, et puis tout ce qui s'est fait après. Et comme tous ceux qui inventent et tous ceux qui sont précurseurs avant l'heure, il a été radié par l'ordre. D'accord? Alors, je suis rentré dans un cadre élaboré par des savants technocrates dont je me demande encore aujourd'hui quelles compétences ils pouvaient avoir pour le faire. Et la machine s'est mise en marche pour me broyer et on l'a broyé. Mais comme c'était un alpiniste, un soldat et un montagnard, il grimpait, il grimpait, il grimpait toujours. Voilà. Et il a été nommé, il a eu le prix Honda. Le prix Honda, c'est quelque chose remis par Monsieur Honda, ce qui était exceptionnel. C'était le 4e prix Honda, vous voyez, des Français je vous ai mis 28, le 28e prix Honda, d'accord.
je lui ai fait avoir, avec Christine, on lui a fait avoir la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Lyon. Je vais vous donner, il a tout eu sauf les reconnaissances nationales. Il a eu les reconnaissances internationales, mais pas nationales. Et voilà, quand avec Gérard Collomb, on lui a fait avoir la médaille d'or de la ville de Lyon. Il a eu le premier trophée d'honneur de l'hospitalisation privée. Petit clin d'œil, puisque j'étais conseiller ordinal, malgré que l'on l'ait condamné, je lui ai fait dédier une salle, Philippe Mouret, au Conseil de l'Ordre du Rhône, d'accord? Il n'a jamais eu la Légion d'honneur, jamais, parce que sur mes courriers, Monsieur Sarkozy m'a fait répondre, je pense que c'est pas lui, mais c'est Sbire, m'a fait répondre que il était, il était désolé, mais que la Légion d'honneur à titre posthume, c'était uniquement pour les soldats et les gendarmes. Voilà. On est en 95. Je suis venu à Paris il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un ou 2 mois. Je suis venu à Paris, je suis allé à l'INA. Et à l'INA, j'ai retrouvé, ça c'est Bourret, je crois qu'il s'appelait, hein, il est mort d'ailleurs, le 7 février 95, il y a en Antenne 2, au journal de 20 heures, la celluliochirurgie, on me disait encore innovation et risque en chirurgie, que c'était réservé uniquement pour les mannequins, les femmes mannequins qui voulaient être très belles et pas de cicatrices, hein, mais que c'était très dangereux. Très dangereux. Et c'est des gens célèbres qui ont dit ça, hein. Si vous voulez la regarder, vous allez découvrir des gens que ça ne vous fera pas plaisir. Et même en 2021, on est en 2021, j'ai retrouvé ça dans un article américain, d'accord? Il y a toute la chronologie de la laparoscopie, sauf Mouret. Donc je l'ai rajouté en gros. Voilà. Donc voilà ce qu'il disait. Ceux qui parlent de révolution sont ceux qui n'ont pas pu voir l'évolution, hein. C'est pour ça que j'ai mis dans le livre, c'est moi qui ai fait le titre du magnifique livre de Gilbert Schlogel, que j'ai mis une ère évolution. Et puis voilà, ils parlent tous d'un simple truc de vieux gynéco. Je ne revendique pas une nouvelle technique, mais une pratique inhabituelle de son question. C'est toute la finesse et toute la sagesse, hein. Avant, on disait une grande incision, grand chirurgien, gros problème, grande cicatrice, grande incision pour y voir clair, hein. Laparotomie blanche font des séries noires. Tout ça, c'est son maître Clavel qui l'avait habitué à cette réflexion. Il disait toujours, j'adorais cette phrase parce que tout le monde l'embêtait, mais il disait il fallait entraîner les autres. C'est pas la charrue qui tire le bœuf, c'est plutôt le bœuf qui tire ceux qui sont dans la charrue. Voilà. Donc il a eu, je l'ai fait nous l'avons reçu ici pour lui donner avec Philippe et puis à l'époque c'était Franco, je crois, hein, la médaille de notre compagnie, hein. Les auteurs des livres, ben, il y en a un prochain qui est en publication par Hubert, hein. Il y a le célèbre livre de Iglitz, il y a le célèbre livre de Schlegel, et puis il y a mon futur livre qui va sortir avant décembre, ma réflexion chirurgicale, moi, Philippe Mouret, ma réflexion chirurgicale. Et il y a des auteurs un peu plus carabins qui ont fait, vous voyez, comment même en chirurgie, la révolution peut conduire en prison. Voilà. J'ai fini, mais j'ai oublié une petite anecdote. En 1972, il a fait sa première libération de bride, d'accord? Chez un petit qu'il avait opéré un an avant par McBurney. Donc il fait la libération de bride. Bon, moi, j'étais pas. Il me l'a raconté le lendemain matin, je crois que c'était le lendemain matin. Et il fait la libération et il dit, je vois un flot qui arrive comme un barrage qui se rompt, le péristaltisme qui envahit l'ensemble du côlon. Je reste un spectateur ébahi devant ce phénomène jusqu'à peut-être en apercevoir l'odeur du paix.